bienvenue au podcast du PIMPT. Merci. Donc aujourd'hui, je suis avec toi, Gérald, qui est expert en IA. Aujourd'hui, la thématique, c'est journalisme et IA. Donc pour poser le contexte aujourd'hui, récemment, il y a eu une étude que tu as faite sur justement l'usage des intelligences artificielles en Tunisie et dans certains médias. Donc C'est si ça. tu pouvais un peu reprendre un peu les grandes lignes de cette étude pour nous dire quelle est ton analyse, les recommandations qui sont sorties de cette étude et tout ça. Donc voilà. Ouais, bah effectivement, bah en fait, c'était un peu. Déjà, c'était une opportunité très intéressante pour moi, parce que en fait, je connaissais pas la Tunisie à ce point-là. Donc là, j'ai pu découvrir un peu à la fois le paysage médiatique, les entreprises de presse qui donc constituent un peu cet écosystème, et puis les challenges, les défis qui sont posés par l'intelligence artificielle pour tous ces médias qui existent. Et effectivement, en fait, là, on est rentré un peu dans une ère, un peu dans un contexte un peu particulier, parce que donc on va fêter les 3 ans de ChatGPT là à la fin novembre, et depuis l'arrivée de ChatGPT, ça a bouleversé pas mal de choses dans l'IA. Tu en sais quelque chose parce que tu exploites aussi Absolument, l'outil, absolument. et donc ouais, en fait, on s'est retrouvé là à devoir voir un peu, évaluer un petit peu quel était l'impact de l'IA sur la presse en Tunisie. Et ce qu'on en a déduit avec mes co-auteurs, c'est déjà le premier sujet, c'est que en réalité, il y a déjà un contexte dans lequel l'IA débarque et qui est pas nécessairement, on va dire parfois au niveau technologique, et qui là, il y a un effort à faire effectivement sur cette implémentation technologique au niveau des sites web, au niveau de tout ça. Donc ça, c'est déjà un sujet. Est-ce que les entreprises de presse sont capables d'accueillir l'outil? Certains, oui. Tu en fais partie, il y en a d'autres. Et puis d'autres, ça va demander un peu plus d'efforts, un peu plus de challenge. Donc évidemment, ça a été utile de voir un peu tout ça. Il y a eu aussi un volet sur la partie éthique, qui a été éthique et juridique, hein, les questions que ça soulève, l'utilisation de l'IA. Alors on en a plein, hein, sur la question du droit d'auteur, sur la question la question environnementale aussi, parce qu'il y a un certain sujet. L'accessibilité aux outils, parce que ça coûte quand même un petit peu d'argent, et que c'est des outils étrangers, donc principalement américains. Donc en Tunisie, il y a un défi par rapport à tout ça. Il y a un coût qui est réel, qui peut peser sur les structures. Donc ça, c'est évidemment aussi un contexte dans lequel il a fallu naviguer. Et puis le troisième point, c'était un peu la question de la formation et comment on allait un peu vers le futur, l'innovation, la manière d'implémenter tout ça. Et donc là, effectivement, sur l'aspect formation, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un tissu assez intéressant en Tunisie de ce point de vue-là. Vous avez pas mal d'ingénieurs, de gens qui sont, de jeunes qui sont... Excellentes compétences. C'est ça, ouais, hein, qui sont très versés dans la tech et qui savent manipuler les outils. Mais bon, pour le coup, il faut quand même pouvoir aussi organiser en fait cette formation-là. Pour les journalistes aussi, il faut apprendre en fait à utiliser ces outils-là dans les rédactions. Il faut avoir un dialogue social. Bref, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place. Et puis peut-être aussi des initiatives dans le futur. Comment on fait pour favoriser l'utilisation de ces outils-là dans un cadre aussi où on est quand même dans la précaution et on fait attention, parce que là en ce moment on est dans un contexte à ces 3 ans donc d'anniversaire où beaucoup aux États-Unis commencent à parler de bulles, à se méfier un petit peu de la situation, à regarder un peu les investissements qui sont faits, et donc évidemment faut pas tout mettre les œufs dans le même panier, comme on dit, hein. Donc faire gaffe. Absolument, voilà. absolument. Donc pour rebondir finalement sur cette étude, les recommandations qui sont sorties de cette étude, en fait, si tu pouvais les résumer en disons 5 points pour que ceux qui nous écoutent ou bien les journalistes qui vont suivre ce podcast puissent savoir, parce qu'on a généralement 2 écoles en fait. On a l'école qui veut adopter l'IA, j'en fais partie, C'est ça, ouais. et il y a une autre école qui est très réticente, alors que le monde est en train d'évoluer très rapidement. Ils réfléchissent encore à sauter le pas, et je ne sais pas si, bon, je respecte l'avis de chacun, mais au final, l'IA est là, quoi, depuis un moment. Donc elle est entrée dans nos vies, elle est entrée dans nos institutions, dans nos hôpitaux, dans notre éducation, dans tous les secteurs. Et cette école qui est réticente, justement,
s'il y a des recommandations qui sont sorties de cette étude, quelles seraient en 5 points clés ces recommandations-là? On va essayer de résumer. Je ne sais pas si je serais capable de faire 5 points clés, parce que l'étude a été faite il y a un petit moment. Tu as parlé déjà de formation, c'est-à-dire le fait de... Ça, je pense que c'est le truc préalable, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Absolument. C'est à travers la formation. Et c'est vrai que, précisément, en fait, la première des choses, c'est prendre connaissance, en fait, des outils, commencer à les manipuler, voir ce que ça fait. En France, par exemple, moi, je forme énormément de rédactions aussi nationales sur ces sujets-là. Et tous les journalistes, en fait, il y en a beaucoup des récalcitrants hein, aussi. On a beaucoup de vision technocritique. Et moi-même, en fait, il y a quand même un aspect critique, en fait, dans cette utilisation, même si je l'utilise pour d'autres choses. Il y a quand même, en fait, une prise en main inévitable qu'il faut faire pour pouvoir comprendre, en fait, quels sont les enjeux. Ça permet aussi de se mesurer à l'outil, aussi de démystifier un peu des trucs, parce qu'on a l'impression que c'est magique et que ça peut faire à peu près tout. En réalité, c'est pas le cas. Hein. Il y a quand même encore des erreurs, il y a encore des erreurs, il y a encore des limites. On a quand même encore des progrès à faire sur cette question-là. Donc forcément, c'est de prendre en main déjà, c'est assez important. Donc ça, c'est le premier truc, la formation. Alors, soit la formation autonome, c'est-à-dire on va aller sur YouTube récupérer des tutos, tester avec les outils gratuits. Et puis, si on a un peu les moyens ou qu'on peut le faire, prendre un abonnement, tester pour voir en fait ce que ça va donner. C'est vrai que ça, c'est un peu l'écueil de l'abonnement. Hein, justement pour la question, pour qu'on soit aussi dans le tac au tac, ouais. Par rapport aux abonnements, on a encore des petits soucis de mécanisme pour acheter ces outils-là, parce qu'on est encore en Tunisie. Certaines agences, par exemple, si je parle de la nôtre, notre agence, vu qu'elle a le statut d'agence publicitaire et tout ça, elle bénéficie d'une carte technologique, donc on peut acheter des outils, mais par contre, et les startups aussi ont cette opportunité-là, mais les autres, l'utilisateur lambda ne peut pas acheter des versions poussées et pro pour pousser la limite un peu. C'est vrai, mais tu vois, par exemple, Google a sorti Gemini 3, là, qui est il y a 2 jours, 3 jours, un truc comme ça. Gemini 3, c'est gratuit, on peut aller le tester, on peut déjà commencer à travailler des choses. Mistral aussi a une version, donc l'IA française. Il faut tester tous les modèles, donc voilà. Et c'est plutôt un modèle assez correct. Hein, on va pas cracher dans la soupe. Il y a DeepSeek, qui est le modèle chinois, qui est aussi gratuit. Et puis après, il existe en téléchargement, et si on est vraiment un peu... si on n'a pas les moyens, on peut aussi essayer de travailler un peu le côté technique. Et donc, dans ce cas-là, on a des modèles du type Qwen, etc., qui permettent en fait de tester un peu l'IA. Il y a toujours un peu des trucs sur Internet. Comme d'ailleurs dans le cadre de la formation JMS, journalisme innovant en matière économique et sociale, je me rappelle de ton module justement qui a été très très utile avec l'utilisation justement de Pau. Oui, Pau qui est un outil gratuit qui donne accès justement à ChatGPT, les versions plus ou moins les plus proches de la dernière version payante. Et donc, comme tu dis, il y a toujours le moyen en fait de tester, de prendre en main en fait. Oui, sur le test, c'est pas un problème, et donc du coup, ça permet en fait d'évaluer un peu les choses. Donc en fait, ce qu'il faut faire pendant ces tests-là, c'est voir. En fait, il y a 2 aspects hein, dans le travail d'un journaliste. Il y a toute la partie pré-production, on va dire, où il y a la partie enquête, quoi, où on va aller chercher en fait des sources, des documents, et on va commencer à travailler ces sources, extraire de la donnée, comprendre un peu les notions qui sont impliqués dans tel ou tel sujet. Alors, ça peut être je sais pas, du journalisme scientifique, du journalisme environnemental, de l'économie, enfin n'importe quel des sujets. Mais des fois, on n'est pas toujours nécessairement très en phase avec ces sujets-là qu'on doit traiter néanmoins. Donc bon, voilà, ça permet d'avancer sur ces domaines-là, donc en pré-prod. Puis après, il y a, mine de rien, il y a aussi des outils qu'on va utiliser qui comportent de l'IA, mais qu'on va utiliser dans la prod. Typiquement, là, on fait un podcast. On peut améliorer en fait la qualité sonore avec des outils en ligne pour pouvoir justement enlever les petits bruits, des petites choses comme ça. Les logiciels de montage maintenant disposent. Le sous-titrage aussi. Il y a le sous-titrage qui est vachement important. Alors il y a le défi en Tunisie, c'est que tu expliquais là il n'y a pas très longtemps. Justement, aujourd'hui, si je prends la rédaction de notre média, aujourd'hui pour la production par exemple audiovisuelle,
je trouve que l'IA aide énormément sur ce volet-là. Donc, on l'utilise généralement pour, par exemple, un contenu écrit peut se transformer en script pour reel vidéo. Exactement. Il peut se transformer en carrousel. Ça fait gagner du temps. Ouais. Ça fait baisser le ratio coût de production Bien temps. sûr. Donc vraiment, je pense qu'aujourd'hui, le journaliste augmenté, justement, c'est là où je veux t'amener. Si on pouvait définir aujourd'hui un journalisme augmenté à l'IA, selon toi, ça serait quoi exactement? Où est-ce que l'IA augmente les compétences et les capacités du journalisme? Au-delà de l'aspect, bien sûr, éthique, droit d'auteur et tout ça, ça c'est un caractère éthique. Il faut être toujours... Il faut l'observer, mais voilà, c'est vrai que... Bon, il faut toujours vérifier les sources, vérifier derrière. Bien sûr, on ne va pas laisser l'IA générer de l'information. C'est le journaliste qui génère l'information. C'est ça. Ouais. Mais aujourd'hui, en 2025, on parle de journalisme augmenté à l'IA. Donc, selon toi, si tu pouvais mettre un cadre sur ce volet-là, ce serait quoi? Alors, en fait, avant de répondre complètement à la question, il y a un truc que ça me rappelle, en fait, il y a peut-être 10 ans, 15 ans. On parlait du journalisme Shiva. C'était à l'occasion de l'émergence des téléphones portables, de la capacité à faire de la vidéo, d'enregistrer. Donc, en fait, le journaliste devait tout faire en même moment. Bon, on en est un peu revenu parce que un journaliste, quand il se consacre à faire une interview, il peut pas en même temps monter, mixer, faire la danse du ventre, et donc c'est compliqué, quoi. En fait, à un moment donné, on a juste un cerveau, on peut pas tout faire en même temps. En revanche, c'est vrai que l'IA permet un truc intéressant, c'est qu'elle permet de prioriser les tâches, et elle introduit en fait une réflexion sur les types de formats et les contenus qu'on va produire. Donc typiquement, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans la production quotidienne, en fait, pour un site d'internet, internet d'information, on va avoir des contenus à faible valeur ajoutée, puis des contenus à très forte valeur ajoutée. Et en réalité, un journaliste, en fait, il travaille, il va faire ses études pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans, parfois même il a fait des études avant, donc ça commence à devenir une personne qui est très largement éduquée. Puis après, il va commencer à travailler, et donc souvent on se retrouve avec des journalistes, ça fait 10 ans qu'ils travaillent, ils ont fait 5 années d'études, et ils font encore des tâches qui sont à très faible valeur ajoutée. Et économiquement parlant, tu le disais, ça fait pas sens en fait de les polariser sur ces moments-là, alors qu'en réalité, ils pourraient être utiles à faire des sujets plus complexes, plus intéressants, proposer une valeur éditoriale plus marquée pour les auditeurs ou les lecteurs, etc. Donc là, effectivement, déjà, automatiser une partie de ces tâches à faible valeur ajoutée. Comme les petites news, par exemple. Les petites news, la reprise de brèves, ce genre de choses qu'on va recalibrer, etc. Ça, effectivement, c'est très important parce que ça permet de... libérer du temps. Ça permet de libérer du temps, mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que ça questionne en fait la validité de ces formats-là. Si tout le monde est capable d'automatiser ça, est-ce qu'il faut encore le faire, tu vois? Il y a un truc. Et donc, du coup, en fait, ça force un peu les médias aussi à réfléchir sur leur marque, à réfléchir sur leur capacité, leur positionnement éditorial. Business model aussi. Leur business model. Et qu'est-ce qui fait qu'on est vraiment innovant? Qu'est-ce qui fait qu'en fait, les gens vont venir avec un grand intérêt nous lire, nous écouter, regarder nos vidéos sur YouTube, etc. Surtout, Gérald, que depuis l'avènement et l'arrivée des réseaux sociaux aujourd'hui, le journaliste est formé au journalisme, mais aujourd'hui l'information, c'est plus ou moins le citoyen, l'acteur citoyen, qui peut la diffuser aussi. Il y a aussi une part parce qu'on a les réseaux sociaux, on a des outils, on peut être aussi producteur. Un citoyen peut être producteur d'informations aussi. Donc des fois ça se dilue. Et on n'arrive pas à attirer un public parce que l'information aujourd'hui, avant elle était canalisée en journal papier, sur des sites web, sur quelques pages de médias. Aujourd'hui l'information, on n'arrive plus, le temps de la diffuser en fait elle est déjà un peu répartie partout. Donc je pense que l'IA peut faire gagner du temps sur ce volet-là et que le journaliste puisse rapidement justement traiter l'information et la diffuser, au lieu de perdre justement en timing par rapport à une info qui va être rapidement diffusée sur les réseaux et tout ça. C'est ça, c'est le temps. En anglais, il y a ce terme-là qui est un peu marketing, un peu qui n'est pas très adapté au contexte journalistique, mais c'est le time to market. En fait, c'est le moment où en fait on va avoir l'information et le moment où elle va atteindre le public. Et donc, plus ce temps-là il est réduit, mieux c'est. En revanche, effectivement, ça va forcer aussi les journalistes à aller plutôt dans une démarche
qualitative. En tout cas, c'est ce qu'on espère, Oui, parce oui, que, oui, bien parce sûr, que ouais. tous les managers vont pas aller dans ce sens-là, Ouais. mais l'idéal, c'est quand même d'aller dans une démarche qualitative, et donc du coup de travailler davantage en fait les sujets, d'apporter une vraie plus-value pour les auditeurs, etc. Donc quand en fait on va avoir du contenu généré par les usagers très rapidement, voilà, il y a un accident, on filme, on le diffuse très rapidement sur TikTok, etc. Est-ce que c'est le lieu de compétition du journaliste? Pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est fini, ça. Enfin, tu vois, il y a un fait divers, bon, bah, so be it, il y a plein de gens qui vont le montrer. Exact. En revanche, ce qu'on peut faire, nous, ce qui est important de faire de la part du journaliste, c'est de mettre dans le contexte, d'apporter en fait des éclairages, de mettre en scène la compréhension, pédagogiser à fond, voilà, expliquer le monde, quoi, en fait, en gros. Parce que ça, pour le coup, par contre, si on ne passe pas du temps sérieusement à le faire, bah, la mise en compréhension du monde, elle est pas évidente, en fait. Et il y a des trucs, en fait, comme ça, des situations, des événements, des faits d'actualité où je pense que, pour le coup, une vraie expertise bah, permet en fait de comprendre bah, pourquoi en fait on fait face. Alors c'est où? C'est en Iran là où ils ont été obligés même d'imaginer l'évacuation de la capitale parce qu'il y a des sécheresses pas possibles. Bon bah pourquoi on en arrive là? Bah, peut-être parce que les changements climatiques. On vous explique, on avance le truc ou des choses plus simples. Hein, mais voilà, ça fait partie de ces éléments-là. On va se dire bah voilà, le journaliste, il est en charge de mettre du sens dans l'actualité, plus simplement juste de rapporter les faits. Et c'est ça, en fait, qui est le pivot hyper important. Très bien. Tout ça me pousse à la réflexion. En fait, je me dis qu'aujourd'hui, justement, beaucoup de rédactions, beaucoup de médias ont peur que l'intelligence artificielle, vu qu'elle traite toute la data, en fait, elle aspire tout. Donc au final, même leur contenu et comment, se dire, un média aujourd'hui, la réflexion, comment un média aujourd'hui ou le média de demain va pouvoir évoluer dans cet environnement-là qui devient de plus en plus complexe. Et on voit que certains sont très réticents et ont carrément peur justement que les médias disparaissent au détriment de l'intelligence artificielle. Ouais. Alors que ce ne sera pas le cas. Parce qu'il y aura, dans la partie deepfake, si on prend par exemple les fausses informations qui circulent, le deepfake et tout ça, je pense, je ne sais pas, je prends aussi ton avis, je questionne en même temps. Est-ce que l'arrivée aussi des deepfakes, des vidéos qu'on voit de chats qui jouent au violon, Ouais. un peu le n'importe quoi Will qui Smith se passe, qui mange des pâtes, voilà, tout ça. le n'importe quoi qui se passe, moi je me dis peut-être qu'arrivé à un certain moment, les gens en auront vraiment, c'est-à-dire assez de tous ces contenus qui sont deepfakes et qui les désorientent complètement. Et là, ils vont revenir au journalisme classique, aux sites médias, aux pages médias officielles, aux fournisseurs de vraies informations, quoi. Donc, qu'est-ce que tu Alors penses, oui, toi, voilà. bah, je pense que en fait, là pour le coup, on est un peu, il faut prendre un peu de recul dans l'écosystème. Et effectivement, là, on a un vrai sujet. C'est-à-dire que bon, il y a Google qui est en train de basculer en fait son moteur de recherche, qui devient maintenant un moteur de réponse et qui, par le biais de l'intelligence artificielle, restreint en fait le nombre de liens qui vont être proposés là à travers l'AI Overview là que vous avez déjà en Tunisie. Nous, en France, apparemment, c'est en train d'être mis en place. Mais on était les derniers quasiment à ne pas avoir eu accès à ce truc-là. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où Google en fait est en train de resserrer l'étau autour de la diffusion et de contrôler davantage en fait cette diffusion-là. Et ça, c'est un phénomène mondial. Les réseaux sociaux aussi ont tendance à démonétiser l'information, c'est-à-dire à la reléguer dans des espaces de leur plateforme qui sont vraiment perdus au fin fond de nulle part et dont les gens sont relativement éloignés. Donc ça va être de plus en plus compliqué pour trouver cette info-là sur les réseaux sociaux. Et donc c'est un peu ça le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que l'algorithme au sens large du terme, l'intelligence artificielle, mais qui est aussi l'intelligence artificielle de recommandation, par exemple, qui va en pousser tel ou tel contenu, là en fait va jouer un peu contre nous. Alors il y a des initiatives et des comment dirais-je, des envies en fait de législation qui émanent de citoyens ou alors de députés au niveau européen ou dans différents pays pour dire en fait quand même il faut que Meta, la maison mère de Facebook ou alors Google paye en fait un certain type de redevance pour en fait nourrir les médias parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se nourrissent des contenus et puis qu'ils les étranglent de l'autre côté. Donc ça touche tout le monde, médias commerciaux ou pas, on est tous dans la même barque et voilà. Maintenant
du coup, c'est ce qui pousse en fait un paquet d'acteurs à dire, en fait, l'intelligence artificielle, déjà, on se fait piller nos contenus par ces boîtes-là qui nous ont demandé aucune autorisation et qui nous rémunèrent pas. En plus, s'ils nous étranglent financièrement, ça va être galère, quoi. Moi, j'ai tendance à penser que déjà, en fait, la position de Google, si elle va contre les intérêts du public, à un moment donné, effectivement, il va y avoir une autre plateforme qui va prendre un peu de poil de la bête et un concurrent pourrait éventuellement émerger. Mais c'est vrai que c'est quand même là, pour le coup, c'est quand même des acteurs industriels extrêmement puissants, donc ils peuvent écraser n'importe quelle concurrence. Et ça, c'est aux États-Unis que ça va se décider, on n'a pas trop la main. En revanche, je pense que pour un média aujourd'hui, curieusement, tu vois, il y a effectivement toute la partie numérique, il faut quand même pas négliger, mais qui peut passer donc, dans le développement de différents formats. Donc on va parler là, par exemple, d'une application. Parce que l'App Store ou le Google Play Store, en fait, c'est des trucs un peu indépendants. Et donc, on peut émerger, si on travaille bien le référencement, on peut émerger en tant que média. Donc, les gens peuvent, au lieu d'acheter le journal, ils vont télécharger l'application et devenir un peu abonnés. Donc ça, c'est plutôt intéressant à travailler. Et donc, du coup, repenser les interfaces aussi de ces applications, parce que souvent, c'est un peu vieillot. On viendra après aux nouveaux usages numériques. Voilà, tu travailles un peu là-dessus. Il y a quand même... Voilà. Donc, mais je pense qu'il y a un vrai sujet interface pour rendre les choses plus modernes et puis les inscrire en fait dans un usage contemporain. Et puis après, typiquement, on est en train d'enregistrer un podcast, le format podcast, vidéo ou simplement audio, on va le diffuser sur YouTube, on va le diffuser sur Apple Podcast ou sur d'autres plateformes type Spotify ou Deezer ou autres. Et donc du coup, là pour le coup, on aura l'opportunité de toucher d'autres publics qui recherchent leur créneau là-dessus. Je pense que le vrai contact humain est extrêmement important. Le storytelling aussi. Alors, il y a le storytelling, mais le contact humain dans les événements. C'est-à-dire que les médias doivent, à mon avis, s'il y a une préconisation, plus présent dans la réalité, c'est-à-dire organiser des événements. Ça peut être du festival, ça peut être des petites rencontres, ça peut être ouvrir même les rédactions. C'est-à-dire, en fait, là, on est dans un très bel espace, mais avoir un espace café plus rédaction, ça mélange en fait un lieu du coin, par exemple pour la presse locale, ça peut être intéressant d'avoir un lieu où en fait les gens viennent prendre un café, lire des bouquins, faire du coworking, et en même temps ils sont en contact par exemple d'une rédaction qui est là, qui travaille et qui apporte des trucs, et donc on peut avoir une librairie, etc. Ça commence à se développer, c'est un vieux concept, hein, c'était évoqué dans les années, si je me rappelle bien, dans les années 2005 à San Francisco, donc tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Donc voilà, il y a plein de modalités pour faire ça, mais effectivement, c'est le relationnel en fait qui va se faire. Donc là, on revient aussi à l'évolution un peu un journaliste produit du contenu, généralement si c'est un média numérique, donc il doit adapter son contenu pour être bien, comme tu as dit, répertorié sur les algorithmes au niveau Google, SEO, SEM. Là, on est en train de voir émerger avec justement l'arrivée des IA génératives. Le GEO. Le GEO et le AEO, justement. Le Answer Engine Optimization et le Generative Answer Optimization. Exactement. En fait, voilà, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ces nouvelles techniques qui vont obliger ou plutôt amener les rédactions et les journalistes qui produisent du contenu à rédiger leur contenu d'une manière un peu plus différente, disons, parce qu'il y a d'autres standards pour être captés justement par les IA génératives. Si tu peux un peu nous parler de ce volet-là. C'est un peu un truc qui est sorti, je ne sais pas si tu connais ça, mais c'est un sommet qui a lieu en Norvège ou en Finlande, je ne sais plus, mais il s'appelle le Nordic AI Summit. D'accord. J'ai entendu parler, oui. En gros, c'est une réunion de tout un tas d'acteurs de la presse et ils ont avancé un peu ce truc-là. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est que l'IA va devenir un lecteur comme un autre. Et c'est intéressant en fait d'imaginer ça, c'est-à-dire qu'en gros, on va devoir écrire, comme on écrit pour nos lecteurs, on va devoir écrire pour l'IA. Donc ça, c'est d'un point de vue posture du journaliste, il y a évidemment tout ce travail sur la densité des mots-clés, le type comment dirais-je, de propositions éditoriales qu'on peut faire. Est-ce que
et essayer quelque part de comprendre un peu comment fonctionnent les algorithmes pour essayer de fabriquer des articles qui soient par exemple un peu plus adaptés en fait à ces modèles de langage. Ils disent aussi que ça veut dire quand on étudie un peu le GIO, surtout le Answer Engine Optimization, le AEO, en fait, il faut formuler les contenus sous forme de questions-réponses parce que l'IA est habituée aux questions-réponses, au dialogue en fait. Donc l'écriture va un peu changer des différents. L'écriture peut un peu changer. Et alors c'est là où moi je pose un peu la limite, c'est-à-dire qu'en gros, ça fait déjà 20 ans qu'on se fait martyriser par Google pour écrire d'une certaine manière. Les sites internet, quand on regarde les trucs, tout est devenu blanc parce qu'en fait Google a décidé qu'il fallait que ça soit blanc parce que c'est optimisé pour le chargement. Bon, au bout d'un moment, je trouve que c'est quand même très pauvre en fait. Hein. Tout ça, c'est quand même un peu du McDo de la création. Donc quand même, et je pense qu'en plus, on ne peut pas s'éloigner plus loin de ce que demande en fait le lecteur et la lectrice, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, les gens ils ont envie d'humain, quoi, ils ont envie de lire, trucs un peu de matière, quoi, tu vois. Les touches, voilà. Le rôle d'un journaliste, il faut toujours le rappeler, l'éthique d'un journaliste, c'est de sensibiliser sur des causes, c'est d'alerter, c'est de répondre à des problématiques, c'est de résoudre dans différents domaines des problèmes que le journaliste observe et pour faire bouger les choses, pour faire bouger les pouvoirs publics et tout ça. Donc je rejoins complètement ton idée que se faire toujours étranglé par tel ou tel algorithme et telle technique de référencement, ça va complètement formater en quelque sorte le métier qui doit rester vraiment ancré dans la déontologie journalistique. C'est ça, et pour moi, du coup, je crains un peu que cette vision-là de devoir céder, entre guillemets, trop de terrain à l'algo de ces moteurs de recherche par IA, ça soit un peu contre-productif pour nous. Mais bon, soit, on peut aussi faire cohabiter deux environnements, un environnement qui soit marqué, intéressant pour le lecteur humain, et puis un environnement plus technologisé, plus technique, qui soit un peu plus sous-marin, c'est-à-dire qui ne soit pas vu nécessairement par le lecteur, mais qui soit perçu correctement par les modèles de langage. Comme ça se fait déjà un peu le cas, hein, c'est-à-dire que tous les sites qui ont ce qu'on appelle des paywalls, c'est-à-dire où il faut payer pour pouvoir voir l'accès à l'article, parfois ils proposent en fait des fichiers à Google qui vont en fait permettre à Google de lire l'article entier quand en réalité un être humain sera bloqué et puis en fait il y aura d'autres informations dans ce fichier que l'être humain n'aura pas. Donc on peut jouer un peu sur ces deux tableaux. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'experts qui travaillent, qui essayent de s'adapter un peu comme nous on essaye de s'adapter, c'est-à-dire un peu à la dernière minute, et donc de trouver un peu les trucs et astuces pour pouvoir bien se positionner. Je pense honnêtement que personne n'a vraiment la réponse aujourd'hui. On est un peu dans le flou. Qu'est-ce qui marche en GEO? Qu'est-ce qui marche en AEO? Je pense que tout le monde a un peu le doigt mouillé en l'air en essayant de capter le vent. Ça évolue tellement vite que chaque petite période, il y a comme des bulles d'informations. Toi, tu vois comment? Parce que tu édites un site aussi. Et moi, en fait, notre lecture, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est que les jeunes, en fait, situés entre 18 et 25 ans, donc la génération qui est un peu en dessous de nous, bien sûr, nous aussi, on n'est pas si vieux que ça. Donc surtout les jeunes, en fait, sont en train d'adopter ces nouveaux outils, en fait, ChatGPT, Gemini, Mistral en France pour le codage aussi. Donc nous, notre lecture, plutôt chez l'Instant M comme notre agence RPMS, en fait, c'est que les gens commencent à s'habituer au dialogue. C'est-à-dire qu'on est passé par une grande période où le média devait fonctionner sous forme de clics. Les gens, le réflexe qu'ils ont, c'est comme le moteur thermique et les chevaux en quelque sorte. Ouais. Donc les gens sont habitués à cliquer, sont habitués à rentrer sur un site pour aller cliquer sur tel article, à cliquer sur Google. Le média doit plaire à Google, doit plaire sous forme sur les réseaux sociaux pour générer du trafic sur le site, là où il y a généralement des collaborations et tout ça. Mais malheureusement, là, ce qu'on est en train de remarquer, c'est pas malheureusement, plutôt c'est mal exprimé, mais c'est une opportunité en fait, parce qu'on est en train de remarquer que les usages numériques sont en train d'évoluer. Les gens veulent plus dialoguer aujourd'hui, surtout la nouvelle génération, qui est en train de vivre vraiment l'IA comme une période de vie, quoi. C'est comme nous, on a eu accès à Internet, pour eux, c'est l'IA aujourd'hui. Donc tout le monde,
c'est une chose tendance en plus qui plaît énormément aux jeunes. Donc ils sont en train de faire évoluer leurs usages numériques vers le dialogue. Donc bon, nous, notre lecture, c'était ça. On a commencé à bien analyser. Donc on utilise ChatGPT pour certains workflows dans notre rédaction, pour gagner du temps, justement, pour laisser du temps de qualité pour la création de contenu. On arrive aujourd'hui avec l'IA à diversifier nos contenus sans que ça nous coûte très cher. Avant, pour faire un montage d'un Reels sous-titré, ça mobilisait des ressources. Là, c'est beaucoup moins. On arrive à diversifier les formats de contenu sur les plateformes et à alimenter toujours pour être visible et pour avoir pour attirer en fait de plus en plus de lecteurs. Donc on s'est dit on va utiliser l'IA avec une couche appliquée. En fait on a commencé à développer le projet M. Donc c'est un chatbot intelligent. Hier on a l'occasion d'en discuter au forum de l'IA, d'ailleurs, où il y a eu énormément de monde et un engouement sur justement qui justifie encore ce que je dis, c'est que les jeunes, on a vu beaucoup de jeunes hier qui étaient intéressés par l'IA, des jeunes Tunisiens, des chercheurs, des start-upers. Avec des choses hyper intéressantes. Exact. Tout un écosystème commence à se créer en Tunisie autour de ça. Ça fait plaisir de voir autant d'acteurs et de gens engagés dans. Donc nous, en fait, on a essayé de développer un chatbot. Donc ça s'est fait dans d'autres rédactions comme le Washington Post. Il a créé Ask the Post, c'est pour en fait réactiver les archives, les articles dormants et tout. Donc on a pris aussi cette fonctionnalité-là. Il y a Time Incorporation aussi qui a fait des articles interactifs. Absolument. Donc on a développé une solution qui est le projet M, qui est un chatbot intelligent, c'est un assistant éditorial qui est capable de recommander les contenus en fonction des cookies du parcours de l'utilisateur, en donnant des contenus bien spécifiques suivant l'intérêt pour aller droit au but et dialoguer aussi avec nos lecteurs. C'est de créer une nouvelle forme d'engagement aussi avec notre public et nos lecteurs, qu'ils retrouvent un peu l'environnement, surtout les 18-25 ans, qui retrouvent l'environnement. Ils vont aussi grandir et vieillir, donc ils auront ce réflexe-là. Donc on a commencé à l'adopter dès maintenant pour qu'ils retrouvent un peu l'environnement dans lequel ils sont habitués. Et à part ça, l'environnement d'un média est très complexe parce que les articles et la production de contenu est toujours, c'est pas comme une entreprise où les données sont statiques. Donc la base de données elle est évolutive. Tu as des contenus qui sont produits tous les jours. Donc on a fait le système Elasticsearch, c'est-à-dire que c'est développé en RAG aussi. Pour RAG, c'est pour ne pas permettre à l'IA de dépasser ce qu'on lui donne comme data. Elle exploite seulement notre data à nous. C'est une base de données. C'est une base de données qui dialogue. Voilà, que l'IA va aller consulter en permanence. Comme nous, on aurait une bibliothèque qui nous suivrait en permanence partout où on va. Et là, avec un dashboard qui suit un peu les interactions et tout, on peut recommander aussi à la rédaction, suivant les dialogues qu'il y a eu, d'ajuster notre stratégie éditoriale. On peut aussi réceptionner des idées de sujets, c'est le volet contributeur, ou des personnes qui nous suggèrent. Dans notre cas, on parle beaucoup d'événements, on parle beaucoup de start-up, on parle beaucoup de projets, d'initiatives à impact. Donc là, on permet aussi à nos lecteurs de nous suggérer des choses. Donc là, il y a une partie agent. C'est cette salle de rédaction un peu ouverte sur le public que je disais. Exactement. D'une manière numérique, tu as un assistant qui est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est là pour communiquer avec toi, pour te présenter nos contenus, pour voir si tu as des choses à suggérer. Si tu veux faire des collaborations, il y a la partie aussi business qui présente le kit média, ce que le média propose pour de la visibilité, du contenu éditorial à tendance promotionnelle que les médias utilisent pour vivre, parce que les médias vivent généralement ou de leurs lecteurs ou de la publicité. C'est ça. Donc là, en Tunisie, la plupart des business models sont fondés, ou les deux. La plupart des médias en Tunisie sont fondés sur un business model qui est basé un peu sur la pub, les bannières, les collaborations, les couvertures d'événements et tout ça, les interviews promotionnelles et tout ça. Donc voilà, nous on s'est positionné directement. On pense qu'il faut sauter le pas parce que voilà. L'IA est là, les changements d'usage sont là, donc il faut commencer dès maintenant. Après, les outils, ils vont évoluer, ils vont peut-être devenir un peu moins chers, donc on pourra peut-être réadapter. Et ce modèle-là de chatbot, on l'a designé pour qu'il soit aussi intégré à notre écosystème qui touche la culture, l'éducation, le tourisme et les institutions. Donc c'est pour créer aussi un business model carrément à travers ce projet-là qui est installé dans notre média et le proposer
à d'autres secteurs d'activité En pour qu'on plugin, puisse, tu voilà, le en branches, plugin, tu le voilà, branches exactement, directement. et qu'on puisse nous générer de l'argent pour faire plus de contenu, pour avoir plus de moyens justement pour créer des Oui, contenus c'est ça, c'est un peu la journalistiques. diversification des revenus, c'est-à-dire que Voilà, tu as une partie média, tu as une partie activité production, et puis tu as aussi maintenant la partie absolument, potentiellement absolument. software. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? C'est marrant quand tu décris tout ça. Alors, c'était un peu, là je vais faire le vieux journaliste qui a bossé, mais à une époque, en fait, je faisais pas mal de ce qu'on appelait les web documentaires. Les web documentaires, c'était quoi? C'était donc typiquement du documentaire en ligne avec un aspect interactif. Et précisément, un des vieux trucs qu'on essayait de faire, qui était basé sur des chatbots en vrai, mais qui étaient un peu expérimentaux et qui n'étaient pas du tout basés sur l'IA. Justement, on essayait de créer en fait ce dialogue avec le lecteur, avec la personne qui était en train de consulter le contenu. Donc on faisait en fait de l'article interactif, on essayait de faire des expériences interactives où on allait choisir en fait quelque part comment dirais-je, le parcours du lecteur comme un livre dont vous êtes le héros, comme un jeu de rôle, comme ce genre de choses, ou comme un jeu vidéo. Et en fait, on s'est toujours heurté en fait à cette problématique qui était la suivante, c'était que on peut pas penser à tout. En fait, et donc du coup, dans un cadre très précis, un contexte narratif où il y avait des faits réels qui étaient jalonnés tout au long de l'expérience, en fait, des fois, on tombait à court. Alors du coup, on devait créer des fausses boucles de dialogue, etc. Alors que là, maintenant, en fait, l'IA peut effectivement mettre en scène ça un tout petit peu plus facilement, et donc rendre dans un contexte aussi où quand même le public il est de plus en plus porté vers la vidéo et pas tellement vers l'écrit, on peut aussi redynamiser cette partie-là de l'écrit, renforcer un peu ce côté-là d'expérience. Il y a aussi la partie data aussi, on en a parlé aujourd'hui. Nous, par exemple, quand on a commencé à développer le chatbot, il fallait bien nettoyer la data parce que c'était un travail aussi. Heureusement qu'en Tunisie, c'est vraiment plus ou moins accessible parce qu'on a un grand vivier de grandes compétences en IT, d'ailleurs qui ne restent pas souvent en Tunisie, qui partent parce qu'ils trouvent des opportunités à l'extérieur. Ouais. Je pense que ça pourrait être un challenge aussi pour certains médias tunisiens, certaines rédactions, justement de commencer à penser, comme nous l'avons fait, à des outils qui puissent émerger à partir de la Tunisie pour justement utiliser ce vivier de compétences-là et d'ajuster un peu, parce que le journaliste en quelque sorte et le développeur IT, c'est deux mentalités complètement différentes. Oui, un raisonne code et outils de développement, et le journaliste c'est plus émotionnel, c'est plus la création de contenu, les alertes, la partie journalistique justement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, je ne sais pas ce que tu en penses, avec l'arrivée de la technologie, l'arrivée de l'IA, l'accessibilité pour le développement d'outils et tout ça, je pense qu'il est temps que les développeurs et les journalistes collaborent ensemble pour trouver justement des moyens d'améliorer leur workflow déjà, et d'améliorer peut-être la capacité d'un média à traiter certaines informations, à essayer d'être plus productif. C'est pas, quand je parle de productif, c'est-à-dire d'avoir plus de temps pour traiter plus de sujets, parce que notre monde, indépendamment du côté positif de l'IA, il y a le volet aussi énergie qui va arriver, on va en parler aussi un peu. Ouais. Mais c'est de trouver en fait plus de temps avec justement ces solutions IT pour aller plus vite et traiter plus de sujets et justement répondre aux besoins de l'écosystème média, qui est de avoir toujours des outils à l'ère du temps, quoi, d'être vraiment à jour au niveau de ces outils. Ouais, complètement. Alors moi, il me semble qu'en plus, ça apporte en fait une brique supplémentaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a les journalistes d'un côté, on a les gens de l'IT de l'autre, et effectivement, il faut trouver un terrain d'entente, un dialogue. Et je pense que sur certaines rédactions qui en ont la capacité, des rédactions qui sont déjà d'une petite taille, enfin, ou alors il faut vraiment tomber sur la perle, mais on peut même chez les journalistes, en fait, détecter en fait les profils qui ont une envie particulière de découvrir, d'aller pousser un peu la programmation, de découvrir un peu le développement, la gestion des produits, etc. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait,
quand on n'a pas la culture, c'est difficile de l'acquérir. En revanche, quand on n'a pas la technique et que effectivement, par exemple, dans le cadre d'une interaction, on doit apprendre à coder, etc. C'est pareil, on va pas atteindre le niveau d'excellence qu'un codeur va faire. Oui, En oui, revanche, chacun peut faire un pas vers l'autre. Et surtout, en fait, les journalistes, dans le sens où parce qu'il y a maintenant ce qu'on appelle le vibe coding. Alors, le vibe coding, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi? C'est grosso modo coder, mais avec l'aide de l'IA, c'est-à-dire qu'on va passer des consignes à l'IA pour qu'elle nous fabrique un produit, un code, un truc comme ça. Et là, ça devient intéressant parce que dans le cadre d'un dialogue avec un développeur, on va pouvoir créer des prototypes. Donc c'est pas le coup de dire je vais faire de A à Z tout le produit, mais on crée un prototype, on le montre au développeur, le développeur, tu vois, il y a une espèce d'interaction qui se fait. Ah bah tiens, je vois déjà du code, il y a déjà une idée éditoriale qui est derrière, et ça permet en fait d'engrainer de se challenger en fait. de se challenger, Ouais, de gagner un peu de temps, parce qu'en fait, et en fait de trouver un terrain d'entente sur lequel, voilà. Donc sur ces produits-là, parce que souvent quand on est journaliste aussi, on se dit bah tiens, mais en fait ça serait super, même en termes de workflow interne, c'est-à-dire le nombre de fois où on se heurte à des trucs un peu idiots, on a besoin d'un petit outil pour faire tel ou tel truc, et puis on ne va pas le trouver dans le commerce, ou alors ça va être trop cher, ou alors ça va être inaccessible. Bref, il y a tout un tas de raisons, et ce n'est pas des trucs très compliqués à faire. Bon, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, voilà, le journaliste se dit, je vais coder un prototype, je le montre à mon développeur, peut-être qu'il sera en mesure de faire quelque chose pour m'aider, et on aura fait la moitié du chemin, lui il aura moins de temps à passer sur du code, ou alors il aura mieux capté ce que je souhaite faire, il va apporter son expertise sur les bases de données, sur tout un tas de trucs, et à la fin, on a, au lieu de mettre 6 mois pour obtenir un produit, on a mis 3 semaines, 4 semaines. Absolument. Et ça, je pense que c'est vraiment Autre intéressant. chose, avant de passer peut-être à la conclusion de ce super podcast, est en fait la charte d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais. Nous, on a commencé par le faire parce que je pense que c'est très important d'instaurer la confiance avec les lecteurs. Déjà, Elle est accessible en ligne? elle est accessible en ligne bien. sur notre site, l'instant.m.tn. Donc, on l'a élaboré pour dire qu'on surveille, que c'est pas l'IA qui fournit les informations, que derrière, il y a de l'humain et tout ça. Je pense que je prendrai ton avis. Est-ce qu'il faut aujourd'hui justement que les médias, par exemple, si on parle du cadre des médias tunisiens, qu'ils commencent aussi à instaurer une espèce de charte d'utilisation de l'IA qui va leur permettre d'un côté de comprendre ces outils-là, mais aussi de placer des limites pour garder justement l'aspect éthique et déontologique. Mais clairement, en fait, c'est même primordial. C'est-à-dire que, en gros, ça doit être en fait des chartes qui évoluent d'ailleurs avec le temps, hein, parce que absolument. Nous usages, d'ailleurs, on a mis cette charte et amené à évoluer suivant le. Et c'est ça, parce qu'en fait, il y a tout un tas de standards qui bougent très très rapidement. En gros, pourquoi c'est indispensable? Parce que déjà, quand on va faire la charte, on va devoir se pencher sur ce que fait l'IA pour pouvoir définir les critères de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, quoi, grosso modo, dans le cadre du truc. Donc ça, c'est déjà hyper important en termes de découverte de ce que fait l'outil. Ensuite, c'est hyper important en termes de dialogue interne, c'est-à-dire que globalement, on va pas, c'est pas le patron dans son coin qui va rédiger sa charte. En fait, il faut que tout le monde soit d'accord avec la charte. Donc, les journalistes en premier. Exactement. Voilà. Et donc, du coup, ça crée un dialogue autour de l'adoption de l'outil, jusqu'à où on peut aller, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est très bien. Et puis, il y a aussi avec les annonceurs, avec les partenaires extérieurs. Et puis, on va dire le haut de la pyramide, c'est avec les lecteurs, les auditeurs, les auditrices, enfin bref, le public, l'audience, comment tout ça c'est perçu et comment ça fonctionne. Et donc du coup, mettre en place une charte, ça permet de régler... C'est le premier pas en quelque sorte. C'est le premier pas en fait. C'est un peu, avant de prendre la route avec une voiture, on va faire le code de la route parce que sinon on va se planter, il va y avoir des accidents partout. Et donc ça c'est très important en fait d'avoir cette réflexion en interne et... quitte à la faire évoluer, à la faire grandir au fur et à mesure, à la maturer, à y revenir et à se donner en fait des rendez-vous tous les 6 mois. On va regarder si la charte elle est opérationnelle. Voilà. S'il n'y a pas des trucs qui ont bougé, s'il ne faut pas la mettre à jour, si on a des suggestions de lecteurs, de lectrices,
bah, allons-y, examinons ça, regardons ce qui se passe et on fait avancer le schmilblick. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup encore de médias qui n'utilisent pas en fait de charte. Et en réalité, le sujet, c'est que ça développe en fait des usages qui ne sont pas contrôlés au sein des médias. Et bah, au bout d'un moment, en fait, on risque de faire des erreurs et avoir des problèmes. Voilà. Ben, écoute, Gérald, je te remercie Merci à énormément toi. pour ce tour d'horizon. C'était très bien. J'espère qu'on a été intéressant pour ceux qui vont J'espère nous aussi. écouter. Et J'espère voilà, aussi. je te En tout remercie. cas, moi, Ça c'était m'a- très, très intéressant pour moi. Donc, Moi aussi. voilà. Et ça me fait plaisir. Et je ne te remercierai jamais assez de ton module qui m'a permis, sincèrement, de plus ou moins encore plus adopter l'intelligence artificielle dans certaines de mes activités en dehors de médias et Eh journalisme. ben, c'est un plaisir. Pour notre agence et tout ça, vraiment, je te remercie. C'était un module de grande qualité. Eh ben, c'est Donc parfait. voilà, ça m'a fait plaisir de te voir. Apparemment, tu as fait un bon plat de matfaune hier. Exactement. Voilà. Donc voilà, tu as testé un de nos Je teste la cuisine must tunisiens. Ben, merci beaucoup Gérald, Merci merci à toi. à tous ceux qui vont nous écouter. J'espère qu'on a été intéressant, j'espère qu'on a été efficace aussi, qu'on a essayé d'éclairer un peu sur le journalisme et l'IA, justement, ces deux composantes qui doivent aujourd'hui un peu collaborer ensemble. Donc voilà, merci beaucoup Gérald, merci aux auditeurs, merci au PIMPT qui permet à travers ces formats de sensibiliser autour de sujets très importants. Donc voilà, merci à tous et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, merci.